décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin décalé. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui je ne suis pas dans mon home studio puisque je suis dans le bureau de mon invité. Je vous présente Sarah Ferreira qui est psychologue et psychothérapeute en libéral. Elle pratique la thérapie cognitive et comportementale. Elle pratique aussi l'ACT qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Elle accompagne notamment des patients neuroatypiques au sens large, donc pas que des personnes qui ont un TSA, qu'ils soient déjà diagnostiqués ou non. D'ailleurs, elle est aussi qualifiée pour faire passer les tests, elle nous en parlera. Sarah anime également des groupes de parole pour les proches qui sont en lien avec l'Union départementale des associations familiales de Haute-Savoie. Et non des moindres, elle forme des professionnels au TSA. Donc pas mal d'activités. Sarah, bienvenue. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Encore merci d'avoir accepté mon invitation et puis d'être ma première invitée professionnelle. Waouh. C'est un plaisir sincèrement de vous accueillir. Merci beaucoup. Bon, après c'est un peu vous qui m'accueillez aujourd'hui, mais c'est vrai. Est-ce que déjà il y a des éléments qui vous semblent importants à ajouter dans la présentation? Est-ce que j'ai oublié des choses ou vous voulez préciser des choses? Elle est super. Elle est très très bien votre présentation. Elle résume bien ce que je fais sur ma pratique libérale. Et effectivement, alors aujourd'hui je reçois pas que des personnes neuroatypiques, mais au fur et à mesure du temps, avec le gros besoin qu'il y a pour cette population-là, on va dire que j'ai à peu près 90% de personnes TSA quand même dans ma patientèle. Donc c'est énorme, ouais. C'est pas mal, ouais, au fur et à mesure du temps. Voilà. Oui, c'est même beaucoup, mais c'est aussi parce que justement les choses se développent. Voilà, les choses se développent et ça c'est bien. Puis c'est vraiment intéressant. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi je suis ravie que vous m'invitiez parce qu'il y a beaucoup besoin d'informations, de formation, autant côté pro comme vous le disiez, mais aussi des personnes qui sont concernées, diagnostiquées ou non. C'est vraiment important, un travail important. Je suis d'accord. Oui. Ça fait combien de temps que vous exercez? Depuis 2014. Voilà. D'accord. Donc ça fait 12 ans, c'est ça. 12 ans. Ouais. Que vous êtes en libéral? J'avais commencé ma pratique en libéral en 2015, si je me trompe pas. Mais j'avais commencé sur du libéral aussi, remplacement d'une collègue. J'ai fait un petit peu d'institutionnel aussi au début, okay. Avec divers publics, toujours dans le champ du handicap, du coup. Et puis après, depuis 2017, je suis en total libéral maintenant. Voilà, okay. Avec des petites interventions ponctuelles dans des institutions pour de la formation, de la supervision d'équipe. Mais voilà. Bah oui, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais d'ailleurs vraiment vous remercier aussi parce que vous avez pris le temps et je sais que vous avez un planning bien chargé, que ça a été compliqué de trouver un moment. On a réussi. On a réussi. Maintenant, on va vraiment parler du public vraiment qui a un TSA. Donc, je vais pas redire à chaque fois les personnes ayant un TSA. Pas de souci. C'est pour préciser pour les gens, pour pas redire à chaque fois. Très bien. Donc j'ai évoqué les deux techniques que vous utilisez, qui sont la TCC et la CT. Est-ce que avec ce public, vous utilisez ces deux techniques? Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste, les définir et est-ce que vous utilisez les deux? Voilà. Oui. Alors globalement oui, moi je suis beaucoup basée sur les thérapies comportementales et cognitives et émotionnelles, TCC, on peut rajouter le E à la fin, et ce qu'on appelle l'ACT, ACT, du coup thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça me semble super pertinent pour ce public de personnes TSA, sachant que moi je vois plus mon théorique comme des outils qu'on utilise à un moment donné quand c'est pertinent pour la personne, et c'est très adapté. Il y a ce qu'on nous apprend en théorie, et puis il y a la pratique avec des vrais patients devant nous avec leurs problématiques. Donc il y a beaucoup d'adaptation, d'ajustement de là où en est chaque patient. Chaque thérapie est différente, chaque outil va être utilisé différemment. Après, je peux vous expliquer plus en quoi consistent ces techniques. Je veux bien. Donc la TCC, on se base sur le comportement, les émotions et les cognitions, donc les pensées, d'accord? On va essayer vraiment dans un premier temps de comprendre avec notre patient où est le problème, qu'est-ce qui crée souffrance. On va être sur du concret, donc la base c'est qu'on est vraiment dans un lien de collaboration avec le patient.
Donc, premier temps, on essaie vraiment d'avoir une alliance thérapeutique, on appelle ça comme ça. On va essayer de vraiment être en lien, que le patient arrive à nous faire confiance. Ça, c'est hyper important. S'il n'y a pas de confiance, de lien qui se crée, il n'y a rien du tout. On est des thérapeutes très actifs dans la thérapie. On va parler, on va pas juste écouter et puis laisser la personne s'épancher. Et puis on va vraiment faire part de nos observations. On va beaucoup travailler avec des schémas, par exemple, de réflexion. On fait ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. On va prendre un problème précis et on va essayer de voir dans ce problème-là, est-ce qu'il y a des pensées dysfonctionnelles? Ça va être un axe de traitement. Est-ce qu'il y a des comportements problématiques qui vont entretenir le trouble? Et au niveau émotionnel, qu'est-ce qui fait souffrance? D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment décrypter une situation. Le patient vous emmène Ouais. une situation et vous décryptez ce qui Voilà. Et après, on va choisir, selon l'axe, on va travailler sur les pensées, sur le comportement, sur les émotions, vraiment sur de concret. Et puis c'est vrai que les personnes, notamment TSA, notre sujet d'aujourd'hui, elles arrivent avec plein de problématiques, d'accord, souvent. Et donc, on ne pas tout faire en même temps. On va cibler qu'est-ce qui pose le plus de problème à la personne, ou qu'est-ce qui est le plus important pour elle, et bien se fixer sur son objectif à elle, pas notre objectif à notre thérapeute. Parce que souvent, on peut avoir l'impression, bah tiens, il y a cette personne-là, il y a vraiment ça qui la dérange beaucoup, il faudrait qu'on travaille dessus, mais la personne n'en est pas là du tout. D'accord. Donc, oui, voilà. c'est vraiment le patient qui choisit, qui... Complètement. Ouais. D'accord. Donc, on va essayer de rester vraiment sur du concret, sortir du global, et dire, OK, on prend une chose à la fois, et on essaie de le travailler. En fait, c'est une problématique à la fois. On peut pas travailler plusieurs problématiques. Par la force des choses, on le fait, hein, parce qu'il y a une réalité de vie, il y a des choses qui se passent dans la vie de nos patients, il y a plein de choses qui sont liées, mais plus on va être sur du concret, pour moi, plus on va être efficace aussi. Ok. Donc un patient qui arrive une semaine et qui va proposer une problématique et la séance d'après va emmener une autre problématique. Ça va être du coup pas en accord avec votre travail? Pour moi, oui. Peut-être pour les purs TCCistes, non. Mais pour moi, oui, parce que, comme je vous le disais, on est en face de la réalité du patient. Je vous donne un exemple. Vous venez parce que vous avez une grosse anxiété de prendre l'ascenseur, par exemple. Donc, on va traiter ça. On va être sur notre protocole TCC. On va faire de l'exposition. On va aller dans des ascenseurs, etc. On va faire ça ensemble, d'accord? Puis vous arrivez, vous me dites, bah voilà, là, on est en train de travailler sur la problématique des ascenseurs. Par contre, là, dans mon job, j'ai tel problème. C'est important pour moi. Faut qu'on en parle et qu'on travaille dessus. Bah, c'est ok. Ok. C'est pas, il faut pas voir ça comme, alors moi je suis peut-être pas conventionnelle par rapport à certains collègues, mais sinon je pense que ça passerait pas avec les personnes. On me l'a encore dit hier, il y a un patient qui m'a dit, mais vous adaptez tellement à moi, et ça passe et ça match et les gens restent, je pense pour ça, parce que c'est important d'être à l'écoute de là où en est la personne. Puis des fois on commence quelque chose, puis on a envie d'aller au bout, mais si la personne ne veut pas, c'est pas ok, bah on réajuste en fait tout le temps. Bon, elle va beaucoup parler d'elle, surtout, vous me disiez en début, voilà, parler avec beaucoup de détails, tout raconter. Certains ont besoin de ça et on peut s'ajuster, mais généralement, par exemple avec certains patients, je vais leur dire bon, il y a beaucoup de choses que vous voulez me transmettre, mais finalement on n'arrive pas vraiment à travailler sur votre problématique. Donc est-ce que c'est ok, par exemple, de me faire un mail résumé avant notre rendez-vous, s'ils sont ok avec ça. Moi je le lis, comme ça je raccroche avec l'actualité. Puis après on travaille sur ce qui est important pour vous. Est-ce que vous travaillez, enfin moi je sais que dans mon accompagnement, je travaille avec des tableaux. Un tableau, voilà, avec telle situation. On a beaucoup d'outils comme ça. Ouais. En TCC, on est beaucoup sur des schémas, des tableaux. On essaie de beaucoup avoir des supports imagés, de faire des schémas ensemble pour conceptualiser, comprendre. Donc oui. Et on peut donner à notre patient, quand c'est ok, des choses à faire aussi entre les séances. Souvent, c'est ça. Ils repartent avec un objectif. Voilà. En fait, c'était ça, je parlais, c'était un tableau. Alors, je sais plus, il y a un nom à ce tableau. Les colonnes de Beck. Voilà, c'est ça, les colonnes de Beck. Voilà, où il y a telle situation, le comportement, l'émotion qui va avec, et on emmène ça en séance. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est pour travailler sur le versant des pensées dysfonctionnelles. Je vous donne un exemple de situation, peut-être, c'est parlant. Oui, avec plaisir, voilà. avec plaisir. Quelqu'un qui viendrait, qui me dirait, ce matin, ma chef, elle m'a pas dit bonjour comme d'habitude, c'est sûr, elle m'en veut, j'ai dû faire quelque chose de mal, ok. Ça me parle pas du tout, ça. Voilà, ça va parler à plusieurs personnes. Bon, on a un tableau et on va décrire la situation, qui est votre chef vous a pas dit bonjour correctement, comme d'habitude en tout cas. Oui, quelle est ma pensée? Elle m'en veut, ok, ça c'est la deuxième colonne. Quelle est l'émotion que ça génère quand vous vous dites ça?
je suis stressée, je me sens honteuse, je suis en colère, il peut avoir tout ça. Je vais demander à la personne, ok, à combien vous pensez que c'est vrai que votre chef, elle vous en veut? Ah, je suis sûre à 100%, par exemple. Et à combien ça vous met en colère? Ah, 10 sur 10, je trouve ça injuste. Voilà, on va dérouler un peu ça. Ça, c'est la première étape d'observation. C'est pas facile pour toutes les personnes TSA, ça, hein. D'être connectées avec leurs émotions, ce qu'elles ressentent, leurs pensées, et puis les cotations. Des fois aussi, c'est dur. Pas tout le monde arrive à les faire. Ok? Mais on s'adapte. Et ensuite, après, on a la pensée, on va essayer de créer des pensées alternatives, de dire, ok, peut-être qu'elle vous en veut, moi j'en sais rien, hein. Peut-être qu'elle en veut vraiment à la personne, mais pourquoi, qu'est-ce qui pourrait expliquer d'autre qu'elle vous a pas dit bonjour comme d'habitude? Ah bah elle était pressée, c'est vrai qu'elle était pressée, et puis c'est vrai que, peut-être qu'elle a un problème dans sa vie, ou peut-être que, voilà, on va lister un peu tout ça. Peut-être que c'est moi finalement, c'est vrai que je l'ai pas regardé ce matin, j'étais la tête un peu ailleurs, puis voilà, et puis on va demander à la personne, à combien vous croyez que ça puisse être vrai, ça? On va refaire les pourcentages, et après on va lui demander, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous dites ça? Quand vous dites qu'elle vous a pas dit bonjour comme d'habitude, parce qu'elle était pressée. Ah bah là ça va, ça enlève ma colère, on personnalise moins, en fait. Et après on va dire, ok, qu'est-ce qui vous paraît le plus probable? Et ça va permettre d'éviter ce qu'on appelle les distorsions cognitives, les erreurs de pensée. Les fausses croyances. Ouais, exactement. Qui vont être, si la personne elle a un gros sentiment de rejet ou de pas être valable pour l'autre, eh bien elle peut vite penser, on me dit pas bonjour parce que je suis pas valable, parce que voilà. Et du coup, on va l'amener à toutes les autres hypothèses, parce qu'une personne qui aurait pas ce schéma de rejet, elle m'a pas dit bonjour, elle est peut-être mal lunée aujourd'hui, c'est pas grave, je lui dirai bonjour plus tard. Vous voyez, on n'a pas les mêmes interprétations. Ouais. C'est le fameux manque de théorie d'esprit, non? Ça rentre en jeu dedans aussi, effectivement, la difficulté à se mettre à la place de l'autre, d'accord, à imaginer que l'autre puisse avoir une pensée différente que la nôtre, ouais. Mais pas seulement. C'est les schémas de pensée, je définis un peu ce que c'est, ouais. Les schémas de pensée, c'est des filtres un petit peu d'interprétation de la réalité qu'on a tous, TSA ou pas, qu'on construit souvent dans l'enfance, d'accord, face à nos premières expériences. Si c'est créé, c'est qu'à un moment il était fonctionnel. Voilà, c'est que j'ai vraiment senti du rejet et du coup, voilà, je crée cette pensée, je suis pas valable, on m'en jette, etc. Sauf qu'on le garde au cours de notre développement et dans l'âge adulte, on garde ce schéma-là qui n'a plus lieu d'être dans le contexte où on est, d'accord? Donc on est en face et les personnes TSA, ont souvent ces schémas-là de rejet, de pas être valable, parce qu'elles sont différentes des autres. Il a fallu qu'elles s'adaptent toute leur vie à être quelqu'un d'autre, et quand elles sont elles-mêmes, elles sont rejetées. Donc concrètement, c'est une réalité derrière, hein. Ça s'est pas construit tout seul. Sauf que du coup, ça va s'activer un peu comme si le schéma de rejet c'était un filtre bleu devant vous, puis vous voyez tout en bleu. Et du coup, vous interprétez la situation, elle est transformée. Ok, voilà. Et puis on est sûr que c'est... Ah bah c'est sûr. Voilà, on est sûr que la pensée de l'autre, c'est ce qu'on pense. Ah oui. Donc oui. Donc en fait, ça sert à ouvrir la pensée. Et en quelque sorte. D'autres alternatives, ce qui peut être très aidant. Et puis chez la personne TSA, on appelle un peu la rigidité liée aux fonctions exécutives. C'est dur aussi de flexibiliser et de sortir de son point de vue, comme vous le dites, pour voir autre chose. Et l'ACT? Alors oui, on appelle l'acte, mais bon, c'est pas grave. Oui. L'ACT, on comprend. En même temps, la logique est juste parce que ACT, c'est le sigle, c'est ça. Les lettres. Alors, on va arrêter de lutter contre nous-mêmes, donc ce qui va, moi, je pense bien convenir aux personnes TSA, et on va arrêter de vouloir traiter les émotions douloureuses, l'anxiété, la peur, la tristesse, etc. Ce qu'on nous apprend à faire, nous, en tant que psychologue en thérapie, c'est d'arriver à soulager notre patient, de l'aider à diminuer son niveau de stress, d'anxiété, etc. Dans l'acte, on va pas du tout avoir ces objectifs-là. On va dire à la personne, je peux rien faire pour votre anxiété. Voilà, je vous apprends un mythe. Moi, je peux rien faire. Et du coup, on va... dur. Voilà, c'est très dur. Et on va confronter la personne au fait que, cette anxiété, elle est là, mais elle prend conscience, elle lutte depuis toute sa vie contre son anxiété. Elle essaye de faire plein de choses contre son anxiété, et finalement, est-ce que ça marche? Non. Ou ça marche sur le court terme, mais ça marche. Et au prix de beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance, beaucoup de fatigue, ça fonctionne pas. Et du coup, on va lui on va explorer ensemble le fait que au plus elle essaie de lutter contre son anxiété, au moins elle s'engage vers ce qui est important pour elle. Je le vois un peu comme une ligne, il y a ce qui est important pour moi d'un côté, il y a mon anxiété de l'autre, et plus j'écoute mon anxiété où je suis focalisée dessus, moins je vais vers ce qui est important pour moi. Mais si notre anxiété justement est importante pour nous à régler, ah oui, si on met l'importance sur notre anxiété,
Du coup, dans votre vie, quand je dis ce qui est important pour vous, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait que votre vie a du sens. D'accord. L'acte, on va vraiment chercher ça. Vous, Lou, qu'est-ce qui fait que votre vie a du sens? Vous voyez la différence? Oui, ok. Et en quoi votre anxiété, elle vous éloigne? Ok, je vois. Je vois. Moi, je l'avais compris dans le sens que finalement, l'anxiété n'était pas une notion importante pour nous, alors que ça peut être, comme plein d'autres choses, ça peut être vraiment, ça peut vraiment nous pénaliser Tout à fait. dans la vie, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors oui, on nie pas l'importance de l'impact que ça a sur la vie du patient, mais on va plutôt essayer de se décentrer en gros de l'émotion qu'on essaie d'irradier et qui de toute façon sera toujours là, en se disant malgré mon anxiété, je vais aller avec mon anxiété vers ce qui est important pour moi. Et je vais arrêter en fait, ça s'appelle un peu de la diffusion. Souvent, les personnes fusionnent avec leur anxiété et leurs pensées anxieuses. J'arriverai jamais, je prends cet exemple-là. Oui. D'accord? Et du coup, ça va les empêcher de s'engager vers ce qui est important pour elles. Et on va les amener à arrêter de coller et d'écouter trop cette anxiété, cette pensée, pour aller vers ce qui est important. S'engager dans l'action, en fait. Ok. Et concrètement, comment vous travaillez pour arriver à ça? Avec les personnes TSA? Oui. C'est plus précis. On va être... Alors, je parle plus sur l'acceptation de leur mode de fonctionnement, de qui elles sont. On va vraiment réfléchir ensemble à voilà, quels sont vos besoins, en respect, en fait, de leurs particularités, ok? Et comment on fait pour les accepter, pour être finalement dans une juste adaptation à l'extérieur. Moi, je l'appelle un peu comme ça, d'accord? Sans que ça vous coûte trop non plus. L'outil qu'on a avec l'acte qui, moi, me parle bien et je le propose souvent aux patients, c'est ce qu'on appelle la matrice acte. Vous pouvez la trouver facilement sur Internet, ok? Je peux vous la dessiner, mais on la verra pas sur le podcast. Je vous la dessine quand même, et puis tant pis, ça me permet de l'expliquer. D'accord, Okay, ça marche. donc on va faire, c'est ça la matrice acte, grosso modo. On a ce qui est important pour moi, d'un côté. Donc, hop. Et puis de l'autre côté, on a mes empêchements. Ce qui m'empêche d'aller vers ce qui est important pour moi. Alors, ça fait une croix, hein, pour que je dise Exactement. aux auditeurs. Ouais, ça fait une ligne, vous pouvez la trouver facilement, d'accord? En tout cas, il faut le voir vraiment comme un continuum. D'un côté, il y a ce qui est important, de l'autre, il y a ce qui m'empêche d'être important pour moi, d'accord? Okay. Et puis, la ligne qu'on va mettre en verticale... Je pense que je mettrai un schéma, un lien pour un schéma. Vous pouvez le trouver, ouais. En haut, on va mettre ce que je fais. Finalement, c'est un peu comme s'il y avait une caméra qui vous voyait faire des actions, d'accord, dans des casios. Et en bas, on va mettre, ça va plutôt être des pensées, l'intérieur, etc. Ce qui est important pour moi, on va dire par exemple, les personnes vont me dire ma famille est importante pour moi, d'accord, mon travail, réussir mes études. J'aime, pour moi, me cultiver, c'est important pour moi. Okay. Ils peuvent mettre aussi des valeurs, hein, l'honnêteté, peu importe, d'accord? Ils mettent vraiment tout ce qui est important pour eux. Qu'est-ce que je fais concrètement en rapport avec ce qui est important pour moi dans mon quotidien? J'appelle ma famille, je passe du temps avec eux, je révise, je me suis inscrite à la fac dans une formation, j'écoute des podcasts, d'accord? D'accord. Et là, on demande vraiment des actions concrètes, hein. C'est pas, je réfléchis à ma vie, là, c'est pas concret. Ok? De l'autre côté, qu'est-ce qui m'empêche? C'est vrai, je ressens beaucoup de stress et d'angoisse. Donc ça m'empêche d'être avec les autres, par exemple. Tout ce qui nous bloque, en fait. Voilà, exactement. Je suis pas valable. Je manque de confiance en moi. On va lister un peu tout ça. Quelqu'un qui aurait une maladie physique, je suis tellement en train de gérer ma maladie physique que j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Ça peut être des choses comme ça. Ok? Concrètes ou des pensées, des blocages. Et qu'est-ce que vous faites en lien avec ça? Je suis stressée. Par exemple, je consulte. Je prends des médicaments. C'est vraiment, faut imaginer, on pourrait vous voir, oui, vous êtes seule à la maison, je sors peu, j'appelle peu mes amis, c'est des choses un peu comme ça. Et après, on va amener à une réflexion de finalement combien de temps vous passez vers ce qui est important pour vous dans l'action et combien de temps vous passez vers vos empêchements. Souvent, les personnes vivent beaucoup plus ici, dans ce qui est dans leurs empêchements, à essayer de lutter, en fait, contre ce qui va pas, que dans ce qui est important. C'est sûr. Et c'est pas forcément des choses négatives, les empêchements, hein. Consulter un psychologue, un psychiatre, prendre des médicaments, c'est quelque chose de bien, de bon pour soi, d'accord? Qui permettent quand même de traiter tout ça. Mais finalement, on met beaucoup plus d'énergie du côté de l'anxiété, donc on fusionne avec notre anxiété, puis on accorde beaucoup d'importance, de temps, d'énergie, que de l'autre côté, on s'éloigne. Il y a un super bouquin qui s'appelle Le piège du bonheur, qui est de la vulgarisation un peu de l'acte et qui explique très bien ces concepts-là. D'accord. On peut aussi amener, moi je trouve que c'est un outil intéressant, mais qui parle pas à beaucoup de personnes TSA parce que c'est beaucoup de visualisation, d'imagination. Il y en a certaines qui prennent quand même ça. On va leur dire, on va imaginer votre anxiété, c'est un personnage.
Voilà. Ça va être, il y en a Ce que j'avais, pardon, je vous coupe. C'est ce que, dans mon épisode sur les TOC, diabétiques, j'avais conseillé justement. Ah bah voilà. Personnage. Ça, c'est en lien avec ça. Et là, ça va permettre de définir, de se dire, c'est pas la réalité. C'est, il y a des personnes qui se disent, c'est la mamie embêtante, là, ou un personnage de BD qu'ils aiment bien, peu importe, hein, qui est en train de me dire, me raconter ça. Et j'ai le choix de l'écouter ou pas. Et ça peut être un personnage complètement imaginaire. Complètement. Ouais. Et certaines personnes TSA qui ont du mal avec l'imaginaire, pas toutes, hein, mais avec elles ça va être plus compliqué, parce qu'elles vont dire, mais non, moi je peux pas imaginer ça, c'est pas réel, ça existe pas, donc on laisse de côté, c'est pas grave. Ouais. Mais il y a d'autres personnes à qui ça parle beaucoup et ça les aide. Ok. Voilà. Voilà, pour moi c'est plus clair parce que c'est des outils concrets. Ouais, c'est plus concret, ça marche. Super, merci pour ces explications. Comment on fait quand parce que il y a pas mal de personnes qui ont d'autres troubles associés comme par exemple le TDA ou TDAH ou autre. Comment faire dans ce cas-là pour adapter la pratique? Le challenge, hein. Ouais. C'est double, triple diagnostic. Alors déjà, premièrement, essayer de bien comprendre. Moi, je pars toujours sur cette base, et dans le TSA, il y a un grand besoin de compréhension en plus, beaucoup. Parce que souvent, on arrive dans le TND par une porte d'entrée, j'ai l'impression. Alors TND pour les gens, c'est du neurodéveloppement. On a plus de chances d'avoir un trouble de neurodéveloppement quand on en a déjà un autre. Et les comorbidités sont très très fréquentes, d'accord. Et le TSA TDAH, je crois qu'on est de l'ordre de 50%, pour pas dire de bêtises. On a 50% de plus de chances d'avoir un TSA quand on a un TDAH, et voilà. Et du coup, souvent la première chose qu'on diagnostique, c'est celle qui fait le plus, où il y a le plus de symptômes, plus de bruit. Et après, on va mettre toutes les particularités et difficultés de la personne sous l'explication du TSA ou du TDAH, donc par exemple le diagnostic qui arrive en premier. Au bout d'un moment, en thérapie, on se dit mais c'est pas possible. Il n'y a pas que ça. Et du coup, c'est important d'essayer de comprendre et de bien poser les bons diagnostics, je pense, dans un premier temps. Pour arriver sur une problématique, on va se dire ok, qu'est-ce qui nous pose problème là? C'est la partie TSA, c'est la partie TDAH, qu'est-ce qui s'exprime? Des fois c'est les deux, des fois on sait pas trop, mais dans ma pratique j'ai la sensation que ça aide beaucoup la personne d'arriver à catégoriser un peu, de dire ok, alors mon impulsivité par exemple là, ah oui je comprends, c'est mon TDAH. Ce double profil, il est passionnant, moi je trouve. En fait, surtout que je ne le suis pas, mais par contre, si on parle de TDA ou TDAH, en lisant des témoignages, et mon enseignant, j'ai vu que souvent, par exemple, pour des problématiques, c'était en contradiction. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques, je dis n'importe quoi, par exemple, avoir besoin de temps, et à l'inverse, le TDAH fait qu'on a besoin aussi que ça aille vite. Voilà, alors je connais pas à fond, peut-être que je m'exprime pas très bien là-dessus, mais il peut y avoir des situations où il y a de besoins contradictoires. De besoins contradictoires, tout à fait dans le juste, Lou, c'est exactement ça. J'ai une patiente qui en parle très justement. Si un jour vous voulez avoir un témoignage, je pourrais vous mettre en lien. Elle adore en plus, c'est un intérêt spécifique pour elle tout ça. Trop bien. Et elle était rentrée par le TSA, puis après on avait diagnostiqué le TDAH bien plus tard. Hein. Moi je l'ai pas vu. C'est une psychiatre un jour qui l'a questionnée. Je dis ah ouais effectivement, j'avais pas pensé. Et ça aussi, moi j'ai évolué dans ma pratique où je pense que je les dépistais pas. Moi les TDAH chez les TSA. J'étais aussi dans cette lecture là. D'accord. Et en fait ça apportait beaucoup d'arriver à voir aussi cet aspect-là. Parce que cette dame l'expliquera bien mieux que moi si un jour vous la questionnez. Elle m'a beaucoup appris justement en consultation de ce fonctionnement où ça va être mon TSA, il a besoin de rangement, d'ordre, de calme, de routine. Mais mon TDAH, lui, il part dans tous les sens parce qu'il a besoin de stimulation, il a besoin de faire quand vous dites que ça aille vite. Il y a l'impulsivité qui fait que je m'engage alors qu'en fait mon TSA il a besoin de calme. Je réfléchis et c'est très très difficile. En fait, je me dis déjà, moi qui ai un TSA, c'est compliqué. Alors, pour les gens qui ont double voire triple casquette, c'est... Ouais. Exactement. Et c'est arriver à répondre à tous les besoins, finalement, sans s'épuiser. Et c'est super intéressant. La compréhension de réfléchir. On peut se faire des cases, hein. Ok, alors ça va dans mon TSA. Moi, j'entends souvent les patients ce besoin-là, puis ils le disent, puis ils me posent la question, mais ça, c'est du TDAH ou... Puis on sait pas tout le temps, parce qu'il y a des choses qui sont en lien aussi avec les deux. Mais ça permet d'arriver à répondre, ok, vous avez besoin de stimulation, faut y aller, hein, faut stimuler, mais
pensez quand même à la fatigabilité que ça peut créer pour votre TSA, toutes ces stimulations, et comment on trouve des aménagements. Donc en fait, vous aidez à avoir une adaptation pour que les deux besoins contradictoires soient... Voilà. Première étape, je le répète, vraiment primordiale, compréhension. On fait rien sans ça. Dans le début, je pense que, alors je suis pas la même praticienne aujourd'hui qu'il y a 11 ans, d'accord, et on essaye beaucoup de, voilà, comme je vous disais, d'appliquer un petit peu la théorie, et on passe à côté si on prend pas vraiment le temps avec notre patiente se centrer sur qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui fait sens, où sont ses besoins, comment lui fonctionne, y voir clair. Ouais, voilà. À arriver à la compréhension commune, là, dire, ok, on a compris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? La solution, elle vient, la plupart du temps de mes patients, pas de moi, hein. D'accord? Cette illusion on va donner un protocole, une baguette. C'est, je pense, des deux côtés, c'est une collaboration. Exactement. Mais souvent, voilà, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qui vient des patients. On va amener de la théorie, après, ils en feront ce qu'ils en feront. Et encore plus que dans la population lambda. Des personnes non neuroatypiques. Alors déjà, les thérapies, elles vont souvent beaucoup plus vite. Voilà. Et on peut être beaucoup plus dans une application stricto sensu de nos protocoles TCC, nos protocoles ACT, ça fonctionne plus. Les personnes autistes, non. On parlait de difficultés de théorie de l'esprit, enfin il y a quand même un fonctionnement différent. Il y a une forte autodétermination, moi que je sens beaucoup chez les personnes autistes, qui a une force aussi. Et puis finalement, elles ont vraiment ce besoin de se faire confiance et de s'écouter, beaucoup. Enfin, j'ai la sensation, plus j'avance. Et si on essaie de coller un modèle, ça fonctionne pas, en fait, elles bloquent. Et on les perd en thérapie. C'est ça que vous appelez autodétermination? Que j'appelle, moi, de l'autodétermination, bah ouais, je sais ce que je veux pour moi, je sais où je veux aller. Ok. Pas chez tous, hein, encore une fois, mais je rencontre beaucoup ça dans les profils autistiques. Moi, souvent, on a un peu autour d'eux, et puis les thérapeutes aussi, on peut être un peu des briseurs de rêves. Moi, je dis toujours aux parents qui me questionnent, et puis aux patients, bah moi, je sais pas. Je sais pas plus que vous. C'est vous qui êtes expert un peu de vous-même ou de votre enfant. Et toujours jamais les dire. Ils disent, oui, bah, voilà, quand des fois, on a des jeunes qui arrivent en consultation avec des projets qui pourraient nous sembler improbables. Ouais, ben, moi, je veux lancer une marque de casquettes sur Internet et la vendre, ou je vais être youtubeur. Tiens, c'est la grande mode chez les jeunes, d'accord? Moi, qui je suis pour leur dire que c'est pas possible? Et puis, ça fait très peur aux parents, ça fait très peur. Et on va plutôt, je pense, la première étape, c'est de se poser avec le jeune et dire, ok, alors explique-moi ton projet. Explique-moi comment tu le conçois. Et pourquoi pas, même si c'est un projet original et ok. Puis après, on va voir peut-être ensemble les obstacles. Possible de les contourner, pas possible. Et on va plutôt le travailler comme ça. C'est décortiqué, en fait. Ouais. Et souvent, moi, la critique que je peux avoir un peu avec les services d'accompagnement public, où ils vont avoir eux c'est leur manière de travailler. Nous en libéral, on n'a pas cette notion on écrit un projet avec des objectifs, un peu moins. On va être plus en collaboration, puis on ajuste au fur et à mesure. Et eux, des fois, ils vont être dans une analyse où ils vont aller poser leurs propres objectifs, ce qui se pense être bien pour la personne, pour elle, mais un peu sans elle finalement. On va leur dire, ok, t'as cette demande, par contre avant, il y a ça qui va pas, faut qu'on le travaille. Et là, moi je trouve ça hyper violent pour la personne. Ouais. Moi, je l'entends beaucoup, des personnes qui viennent en libéral, qui sortent d'institutions, mais en fait, on m'écoute pas. Puis moi, je m'en fiche de travailler ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est ça que j'appelle un peu l'autodétermination. Voilà. Et je pense que c'est des personnes qui ont été tellement invalidées toute leur vie déjà. Si nous, en plus, on est là en tant que professionnels à leur dire non, mais ce que tu penses n'est pas juste, là, tu te plantes, ton projet, il est pas possible. Ouais. Quelles problématiques, on a donné quelques exemples, mais quelles problématiques sont les plus fréquentes? Alors, problématiques sociales, beaucoup. Voilà, souffrance de pas réussir à nouer des liens amicaux, profonds, voilà. Ou les garder. Et les garder, vous avez raison. Souffrance de pas être accepté comme on est, ça beaucoup. Habileté sociale aussi. On partage pas le même langage, le même code, donc d'arriver à comprendre les autres. Ça peut être relations sociales en général, ça peut être les proches, le mari, les frères, les sœurs, les parents, peu importe, la famille. Ça peut être les amis, quand il y en a. Ça peut être après les collègues de travail. Beaucoup cette sensation, j'ai du mal à comprendre les autres, mais j'ai du mal à me faire comprendre par les autres. Je me sens rejetée. J'ai besoin d'être moi-même, mais en même temps, quand je suis moi-même, je suis rejetée.
Quand je parlais de juste adaptation, c'est vraiment ça. Comment je peux être moi-même dans ce monde-là? Ça, c'est une grosse partie. Souvent, il y a ça en première. Qu'est-ce que je rencontre d'autre? Je crois que c'est, franchement, c'est les plus fréquentes. Là, c'est la grosse problématique. Au travail aussi? Oui, au travail aussi, dans le lien avec les collègues, dans les personnes TSA, ce que je retrouve beaucoup, c'est aussi, elles fonctionnent beaucoup sur la base des valeurs très fortes. Je suis engagée, on me donne une mission, bah ok, moi je respecte les règles, les autres les respectent pas. Finalement, ils se font rejeter ou harceler parce qu'ils sont trop bons élèves ou trop bons professionnels. Je retrouve beaucoup ça, ce décalage, cette incompréhension, sentiment d'injustice aussi beaucoup qu'on travaille. Donc comprendre, injustice, il y a beaucoup de ça. Dans construction aussi de ma vie de famille, avec mes atypicités, dans la famille chez les adultes, ceux qui ont des enfants. Bah comment je fais? Moi je supporte pas le bruit, puis j'ai un enfant qui fait que crier, j'ai besoin de temps seul, mais en même temps je suis maman ou papa. Comment je fais pour me garder à la fatigue? Oui, beaucoup. Accepter, voilà, de poser ses limites, de se faire des bulles. Les burn-out autistiques, beaucoup. Quand ils en peuvent plus, ils viennent à plat. Et puis accepter, effectivement, de pas fonctionner comme tout le monde. On travaille beaucoup là-dessus. Accepter, bah oui, si on rentre dans mon foyer, on va trouver ça hyper bizarre, tout ce que je fais. C'est pas conventionnel. Je vous donne un exemple. Avec une maman, il y a pas longtemps, on a travaillé sur, j'ai le droit de manger autre part. On a le droit de manger chacun dans sa chambre. J'ai une patiente à moi qui l'explique très bien. Elle va dire, moi, chez moi, vous allez trouver que des trucs bizarres. Hein. Il n'y a pas de repas de famille. Mon enfant, bah oui, il sort en short l'hiver, mais il est mieux comme ça. Et c'est ok. Et ça, c'est des personnes qui peuvent être en difficulté avec les services sociaux des fois, parce qu'elles vont être signalées, parce qu'on va croire que elles sont négligentes ou il y a de la maltraitance, alors pas du tout. Donc on a beaucoup de problèmes comme ça aussi qu'on accompagne en titre associatif aussi. Voilà. Parce que c'est mal perçu en fait, c'est mal interprété. Exactement. Un enfant avec des particularités sensorielles qui supporte pas de mettre un pull. On l'envoie tous les jours à l'école en t-shirt alors qu'on est en plein mois de décembre. Ou il refuse, il a une intolérance au changement et il refuse de se mettre de changer de t-shirt. Et ben vous achetez toujours le même t-shirt. On va dire finalement il change jamais, c'est pas possible. Et des choses un peu comme ça. Ou l'enfant qui va raconter à la maîtresse, moi, tous les jours, je mange avec mon plateau dans ma chambre, les parents sont pas présents, il y a pas de repas familial, enfin, c'est des petits exemples que je donne, mais voilà. Et puis, la communication aussi, quand on est parent, adulte, moi, je retrouve beaucoup ça, la difficulté de communication avec, justement, les professionnels quand on les enfants. L'école, les discussions avec les mamans, les autres mamans devant l'école, ça, c'est un vrai défi. Et on peut vite être jugé et se retrouver pareil avec des services sociaux au dos parce que on interprète mal nos comportements. Et ça, c'est super dur et super violent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis toutes les comorbidités, encore une fois, qui sont présentes, la phobie sociale, toutes ces choses aussi qui rajoutent en défi puis en demande. Eh ben, merci beaucoup pour ça. Vous avez déjà répondu beaucoup par rapport aux problématiques. Que des fois, nous, on peut apporter plusieurs problématiques un peu en même temps. Mais c'est aussi que on a un neurofonctionnement qui est quand même inné. C'est ce qu'on disait avec des pensées qui bougent difficilement. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'il y a des problématiques qui peuvent durer vraiment sur le long terme. Et ce qui fait que des fois, on peut aussi, on peut pas se focaliser sur une problématique pendant des décennies et qu'on a tellement de particularités et qui peuvent, même si on a plein de richesses aussi, mais qui peuvent aussi vraiment nous impacter dans nos vies. C'est aussi pour ça qu'on peut travailler sur plusieurs problématiques en même temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et justement, qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui ont un TSA et qui pensent qui n'arriveront jamais justement à sortir de certaines problématiques, qui arrivent dans une ça se dit pas mais une démoralisation, je sais pas comment on dit. Oui, il y a des personnes ça se dit démoralisation. Moi, j'en dis toujours qu'il y a toujours des solutions, même si on n'a pas envie d'entendre ça des fois. Et encore une fois, on promet pas le résultat, donc on va tout faire pour essayer ensemble. D'accord? Puis si ça bloque, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé leur solution. C'est peut-être que ce qu'ils font depuis des années pour essayer de régler leurs problèmes, c'est pas la bonne approche. D'accord? Donc on va essayer de comprendre. Moi je poserais, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Encore une fois, on définit le problème. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Ça marche pas? Finalement, est-ce que c'est un vrai problème ou c'est un problème d'acceptation? Vous voyez? Parce que des fois, quand ça bloque aussi, c'est que, on peut prendre des exemples concrets, hein, ça bloque, mais finalement, est-ce qu'il faut pas que j'arrête de lutter contre ce qui bloque?
Vous voyez là où l'acte, il rentre en jeu. Avec nos TCC aussi, est-ce qu'on peut pas voir le problème d'un autre angle, finalement, d'un autre point de vue? Et puis effectivement, vous l'avez très bien dit, ça bloque. Est-ce qu'il faut qu'on passe des séances et des séances et des séances à parler de ce qui bloque, et puis voilà. Est-ce qu'on laisse peut-être ça de côté, puis on va travailler le reste? Et peut-être qu'en travaillant le reste, ce qui bloque, on va débloquer. Et puis moi, j'amène souvent la personne à se questionner. Moi, je trouve, franchement, le monde serait plus simple si on avait que des personnes TSA, parce que je trouve qu'il y a une logique de fonctionnement très concrète, basée sur le concret, la science, les preuves. Moi, j'adore. Je crois que c'est pour ça que j'adore travailler avec des personnes TSA, c'est simple. Et du coup, elles ont profondément raison dans leur raisonnement. Moi, je leur dis souvent, mais en fait, oui, vous avez profondément raison. Par contre, après, on va essayer d'explorer, vous voyez, le neurotypique. Voilà comment il raisonne. Et des fois, ça éclaire la personne. De voir vous dites ça dans votre tête. En fait, c'est pas invalide, c'est ok. Les personnes neurotypiques ont quand même ce discours que nous, on est un peu à côté de la plaque, mais c'est forcément nous qui avons un souci. Et vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est juste un fonctionnement différent. Tout à fait. Mais comme on est une minorité par rapport à la société, c'est nous en général, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est nous en général qui sommes perçus comme inférieurs ou qui ont un fonctionnement qui est en décalage et donc moins bien. Ouais, alors que finalement, moi dans toutes les problématiques que j'ai rencontrées, quand on essaie de vraiment d'écouter la personne et de dire ok, pourquoi il s'est passé ça? Expliquez-moi. Le raisonnement, quand il y a des agressivités de certaines personnes ou qu'elles ont été verbalement impolies, peu importe, d'accord. Alors, profondément, mais elles ont tellement raison. le moyen n'est pas bon, on est d'accord. Et puis elles le reconnaissent, hein. Ouais, j'aurais pas aimé craquer comme ça, c'était pas ok. Mais oui, il y a souvent ce qu'il y a dessous, c'est une injustice, moi je trouve. Et les neurotypiques, des fois, ça range un peu avec la justice. Ouais. Et ce qui est juste, et vous voyez, pas tout est cohérent finalement. Alors que les personnes TSA ont vraiment ce fonctionnement en cohérence. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Vous avez regardé un peu ce que s'appelle la double empathie. Et du coup, il y a un vrai travail à faire d'information des deux côtés, je pense. Parce qu'on apprend beaucoup aux personnes autistes à comprendre les personnes neurotypiques, et c'est important. Mais il faudrait aussi l'inverse, effectivement. Eh ben oui. Moi, je dis souvent aux parents, quand il y a des diagnostics d'enfants, quand ils me disent, ah, les grands-parents, emmenez-les-moi. On fait une consultation, on leur explique vraiment le fonctionnement. Et on n'a pas de ça. Et c'est dommage. Les personnes importantes qui gravitent autour des personnes, quand on a une femme ou un homme, recevoir son mari, sa femme, même ses parents, quand ils sont adultes, c'est super aidant. Et ça permet de donner le mode d'emploi. Mais une personne qui est dépitée parce que finalement il y a une problématique qui avance pas malgré le temps et qui se dit que j'y arriverai jamais, quoi lui répondre par rapport à ça? Alors j'ai entendu ce que vous avez dit, mais c'est parce que moi il me manque toujours du concret. On va essayer autre chose ou peut-être relayer un autre professionnel. On n'est pas. Oui, mais vous avez souvent les mêmes techniques. Pas forcément. Non, non. Déjà, on travaille tous avec notre personnalité, faut bien le savoir. Ça, on le met un peu trop de côté, d'accord. Et puis des fois, d'avoir un peu un regard neuf, une autre approche quand ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sur une problématique et ça n'avance pas. Ça peut être intéressant aussi d'aller essayer autre chose, ou ça peut être d'autres professionnels aussi. Il n'y a pas que les psychologues, par exemple, qui existent. Il y a des personnes, moi, que je vais envoyer en art-thérapie, par exemple, parce qu'elles ont, ça va les aider. Vous faisiez de la musicothérapie, ça peut être, par exemple, tout à fait une piste. Ça peut être, peut-être qu'on va faire un accompagnement éducatif. Chez les adultes, c'est peu connu, mais ça existe aussi. Des éducateurs qui viennent dans le concret, aider sur la problématique. Peut-être qu'on va passer sur une thérapie familiale. On va aller explorer d'autres choses. Ok. Ça répond un peu plus? Oui, je comprends ce que vous dites. On a vu que ça pouvait être de longue durée les thérapies, mais en général un accompagnement donc avec une personne qui a un TSA. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs fois que vous avez dit une personne TSA. Oui. On est bien d'accord que c'est une personne qui a un TSA. Oui, pardon. Oui, je fais des raccourcis. Mais moi aussi, je le fais des fois parce que, hors enregistrement, je fais attention, mais c'est vrai que ça va plus vite, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, à la base, c'est que c'est une personne qui a un TSA. Oui, c'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est juste pour le repréciser aux personnes. Du coup, une personne qui a un TSA,
combien de temps ça peut durer? Si vous avez une échelle, est-ce que ça dure des années? C'est extrêmement variable. Ouais, Ouais. Il y a des personnes qui vont venir sur une problématique particulière et en quelques séances, c'est ok. Elles prennent ce qu'elles ont à prendre, elles avancent. Puis souvent, on les revoit sur des moments différents de leur vie où elles viennent, elles peuvent venir consulter 3 fois et puis c'est ok. Elles font avec. Et puis elles reviennent 6 mois après ou 2 ans après. On peut être un peu présent comme ça. Il y en a d'autres que j'ai depuis des années. C'est pas que ça avance pas, c'est que c'est un soutien aussi pour elles vraiment, ce lien régulier. Et on travaille sur plein de choses, ça avance, on n'est pas... je veux dire, moi, je les garde pas en rendez-vous pour rien. Si on voit qu'on s'enlise dans quelque chose, autant pour moi que pour la personne, ça marche pas, d'accord? Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis posé la question de mon efficacité. Parce que je peux pas prendre aujourd'hui de nouveaux patients, voilà. Puis j'ai des patients que j'ai depuis longtemps. Puis je disais à mes collègues, je dis, mais comment vous faites? Finalement, moi, j'arrive pas au bout de mes thérapies. Et après, je captais toute seule, je me dis, bah oui, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de personnes avec TSA pour qui c'est beaucoup plus long, les problématiques sont variées. Puis des fois, il y a un vrai... Pour certaines personnes, on est malheureusement le seul lien qu'elles ont avec l'extérieur, avec qui elles vont vraiment parler, échanger. Il y a un lien de confiance et d'attachement aussi beaucoup plus fort qu'avec d'autres profils de personnes. Des fois, moi, je me pose la question, puis je dis à la personne, ça fait un moment qu'on se voit, finalement, est-ce que c'est encore utile pour vous? Ah oui, elles y tiennent beaucoup, et on se rend compte qu'on est peut-être la seule personne avec qui elles arrivent à exposer leurs pensées, leur raisonnement, à se présenter sans filtre, à sentir validées aussi, et ça, c'est hyper important. Il y a un lien vraiment qui s'est créé et du coup, moi je parle en tant que personne qui intéresse ça, s'exprimer librement et avoir ce soutien régulier en fait. Et ça c'est déjà énorme, hein, vraiment. Après on va espacer, au début on va se voir une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Et encore, moi j'ai des patients qui viennent toutes les semaines depuis très longtemps et c'est ok, on envoie le sens et puis il y a toujours des choses qui se travaillent. Donc voilà, ça peut être hyper variable. J'ai du mal à vous donner... Mais je m'y attendais. Et coupé. Suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode aura apporté une petite pierre à votre édifice. Si c'est le cas, vous pouvez liker la publication ou laisser 5 étoiles, ça me fera très plaisir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé sur la plateforme d'écoute ou sur Facebook ou Instagram. Je suis vraiment curieuse de connaître vos ressentis, vos questionnements et peut-être aussi vos témoignages. N'hésitez pas aussi à partager un brin décalé autour de vous si vous pensez qu'il peut faire écho à des personnes de votre entourage ou tout simplement pour m'aider à le faire connaître. Je vous remercie. À bientôt. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?